Je suis Bradan, j'ai 32 ans, et j'ai envoyé à ma sœur cadette, Rachel, 3500 $ par mois pendant plus de 2 ans. Personne ne le savait, sauf nous, jusqu'à ce dîner de famille où mon père a annoncé « Ta sœur a du succès et est responsable, contrairement à toi ». Les mots m'ont blessé, mais je suis resté calme. Des années à être l'enfant le moins favorisé m'avaient préparé à ce moment. Quand papa a prétendu que Rachel n'avait besoin de l'aide de personne, quelque chose en moi s'est finalement brisé. Avant que je ne vous raconte comment ce drame familial s'est déroulé, laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez. Cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous si vous avez déjà été confronté au favoritisme familial. Grandir dans la banlieue de Boston a beaucoup façonné qui je suis aujourd'hui. Notre maison coloniale de 2 étages sur Maple Street semblait parfaite de l'extérieur, tout comme notre famille essayait de paraître aux yeux des voisins et des amis. Mon père, Greg, était un conseiller financier sévère qui mesurait le succès en promotion et en signes de dollars. Il portait des costumes impeccables même le week-end et se déplaçait avec un air de supériorité qui intimidait la plupart des gens, y compris son propre fils. Ma mère, Hélène, jouait le rôle de pacificatrice, aplanissant toujours les conflits et trouvant des excuses pour les critiques acerbes de papa. Elle était gentille mais passive, lui tenant rarement tête, même quand il avait clairement tort. Puis il y avait Rachel, ma sœur, de 3 ans ma cadette. Dès le jour de sa naissance, elle a semblé avoir un talent spécial pour charmer les gens. Avec sa personnalité extravertie et ses compétences sociales naturelles, elle est rapidement devenue le centre d'attention lors des réunions de famille. Les adultes s'émerveillaient de son éloquence et de sa confiance en elle, pendant que je restais maladroitement dans les coins, plus à l'aise avec les ordinateurs qu'avec les conversations. Ce que personne ne semblait remarquer, c'était la façon dont Rachel manipulait les situations à son avantage. Même enfant, elle cassait quelque chose et convainquait tout le monde que c'était moi qui l'avais fait. Elle oubliait ses devoirs et finissait par emprunter les miens. Derrière son sourire charmant se cachait un schéma d'irresponsabilité que nos parents, surtout papa, refusaient de voir. Bradan, pourquoi ne peux-tu pas être plus comme ta sœur, est devenu un refrain familier tout au long de mon enfance. Quand je ramenais un bulletin avec que des A et un B, papa se concentrait sur le B. Quand Rachel ramenait des B et des C, il louait ses efforts et son potentiel. Le 2 poids, 2 mesures était évident pour tout le monde, sauf pour lui. Malgré cela, j'étais déterminé à faire mes preuves par le travail. Pendant que les autres enfants jouaient aux jeux vidéo, j'apprenais la programmation par moi-même. L'ordinateur de la maison est devenu mon sanctuaire, l'endroit où je pouvais créer et résoudre des problèmes sans critique. À 13 ans, j'avais construit mon premier site web de base. À 16 ans, j'aidais les entreprises locales avec leurs besoins informatiques pour de l'argent de poche. Papa appelait ça « jouer avec les ordinateurs » et insistait pour que je me concentre davantage sur de « vraies » matières comme les mathématiques et l'économie. Le lycée a été un défi, non pas sur le plan académique mais social. Pendant que Rachel était élue reine du bal et sortait avec le quarterback, j'ai trouvé ma tribu dans le laboratoire d'informatique avec d'autres passionnés de technologie. On nous a qualifiés de « nerds », mais je m'en fichais. Avec eux, je pouvais être moi-même et parler de codage et de technologies émergentes sans voir ce regard vide que je recevais de ma famille. L'université a apporté de nouvelles difficultés. Contrairement à Rachel, qui a obtenu une bourse complète à Cornell grâce aux relations de papa en tant qu'ancien élève, j'ai fréquenté l'université d'État et travaillé à temps partiel au service informatique du campus pour aider à couvrir les frais. Papa a clairement indiqué que mon éducation était moins une priorité pour les finances familiales. Rachel a un vrai potentiel, disait-il, comme si je n'en avais pas. J'ai obtenu un diplôme en informatique avec une mineure en commerce, avec 20 000 $ de dettes étudiantes dont Rachel n'a jamais eu à se soucier. Mon premier emploi dans une entreprise de technologie payait modestement, mais je vivais frugalement et passais mes soirées et week-ends à développer mes propres projets. Papa appelait ça « perdre du temps avec des rêves chimériques » quand j'essayais d'expliquer mes idées pour une start-up qui aiderait les petites entreprises à automatiser leurs services clients grâce à l'IA. 2 ans après l'obtention de mon diplôme, j'ai pris le plus grand risque de ma vie. J'ai quitté mon emploi stable et j'ai lancé ma start-up avec mon colocataire d'université, Mason, et notre ami Derek. Nous travaillions depuis mon minuscule appartement, vivant de nouilles instantanées et de détermination. Les 6 premiers mois ont été brutaux, pas de revenus, des économies qui diminuaient et les rappels constants de papa que je faisais une énorme erreur. Rachel vient d'être promue dans son agence de marketing, annonçait-il lors des dîners de famille, en me regardant fixement.
Ce qu'il ne savait pas, c'est que Rachel avait été licenciée de cette agence de marketing 3 mois plus tôt. Elle me l'avait confié un soir après avoir trop bu, me faisant jurer le secret et me demandant un prêt temporaire jusqu'à ce qu'elle trouve un nouveau poste. En tant que grand frère qui veillait toujours sur elle malgré nos différences, j'ai accepté, lui envoyant $1 500 pour l'aider avec le loyer. Cet arrangement temporaire est devenu en quelque sorte permanent et a finalement augmenté à $3 500 par mois, car Rachel trouvait toujours des raisons pour lesquelles elle n'arrivait pas à se remettre sur pied. Un emploi promis n'a pas abouti. Sa colocataire a déménagé de manière inattendue. Sa voiture avait besoin de réparation. Chaque fois, je virais de l'argent sur son compte, me disant que ce n'était que jusqu'à ce qu'elle soit stable. Pendant ce temps, ma start-up a commencé à prendre de l'ampleur. Nous avons décroché notre premier client majeur, puis plusieurs autres. Nous avons embauché 2 employés, puis 5, puis 12. Nous avons déménagé dans de vrais bureaux. Mais lors des réunions de famille, mes réussites n'étaient que des notes de bas de page, tandis que le succès professionnel fabriqué de Rachel occupait le devant de la scène. Elle était devenue experte pour dire à nos parents exactement ce qu'ils voulaient entendre, tout en dépendant en privé de mes virements mensuels pour maintenir son illusion de succès. Cela ne me dérangeait pas d'aider ma sœur, mais cela me gênait qu'elle continue cette mascarade au lieu d'être honnête avec nos parents. Cela me gênait encore plus que malgré le succès grandissant de mon entreprise, papa me voyait toujours comme l'enfant décevant qui ne pouvait pas se mesurer à sa fille en or. Mais je me suis tu, j'ai viré l'argent et je me suis concentré sur mon entreprise. La paix familiale semblait valoir le prix, jusqu'à ce que ce dîner fatidique change tout. Les 3 années précédant l'incident du dîner ont été transformatrices pour mon entreprise. Ce qui avait commencé comme une start-up improvisée opérant depuis mon appartement était devenu Respond AI, une entreprise de 48 employés avec un bureau en centre-ville. Notre plateforme d'automatisation du service client était maintenant utilisée par plus de 200 entreprises à travers le pays, des cafés locaux aux chaînes de vente au détail régionales. Notre innovation n'était pas seulement de créer un autre chatbot. Nous avons développé une IA capable de comprendre le contexte et l'émotion dans les demandes des clients, répondant de manière appropriée tout en transférant de manière transparente à des agents humains lorsque nécessaire. Ce juste milieu entre l'automatisation et la personnalisation correspondait exactement à ce dont le marché avait besoin. Les blogs technologiques ont commencé à parler de nous et les offres d'investissement ont commencé à affluer. Malgré toute cette croissance et ce succès, j'ai continué à soutenir Rachel financièrement. Chaque mois, comme une horloge, $3 500 passaient de mon compte au sien. Au début, je ne m'étais pas trop posé de questions sur cet arrangement. La famille est de la famille, n'est-ce pas? Mais au fil des mois et des années, certaines choses ont commencé à me déranger. L'Instagram de Rachel racontait une histoire qui ne correspondait pas à quelqu'un en difficulté financière. La voilà dans un complexe de luxe à Cabo. Voilà le sac à main de créateur qu'elle s'est offert. Voilà son nouvel appartement avec des baies vitrées donnant sur la ville. Chaque publication était légendée avec de vagues citations inspirantes sur la manifestation du succès et le fait de vivre sa meilleure vie, soigneusement construite pour suggérer qu'elle s'épanouissait professionnellement sans revendiquer explicitement de réalisations spécifiques. Quand je l'interrogeais doucement sur ses dépenses, Rachel avait toujours des explications prêtes. Le voyage à Cabo était principalement couvert par les points de son ami. Le sac était une contrefaçon. L'appartement était une sous-location à un prix étonnamment bon. Elle était devenue experte dans le maintien de 2 récits, la professionnelle à succès pour nos parents et les réseaux sociaux, et la victime en difficulté qui avait besoin de l'aide de son frère lorsque nous parlions en privé. Mes soupçons ont grandi quand j'ai rencontré l'ancien collègue de Rachel, Marcus, lors d'un événement de réseautage technologique. Au cours de notre conversation, il a mentionné avoir été surpris que Rachel ait complètement quitté l'industrie après son passage à l'agence de marketing. Je pensais qu'elle se lançait dans l'immobilier maintenant, a-t-il dit nonchalamment, ignorant que selon les histoires de Rachel à nos parents, elle était actuellement directrice marketing senior dans une agence de premier plan. Cette nuit-là, j'ai fait quelque chose dont je ne suis pas fier. J'ai cherché son nom sur LinkedIn et j'ai découvert que son profil n'avait pas été mis à jour depuis plus de 2 ans. Une recherche Google plus approfondie n'a révélé aucune empreinte professionnelle pour quelqu'un qui était censé gravir les échelons de l'entreprise. Les preuves s'accumulaient que tout le succès professionnel de Rachel était fabriqué. Pourtant, la confronter directement était difficile. Quand j'ai essayé d'aborder le sujet lors de notre café mensuel, elle a fondu en larmes, parlant de son anxiété et de ses efforts acharnés, mais elle se heurtait sans cesse à des obstacles.
Elle a promis qu'elle était sur le point de décrocher quelque chose de grand qui lui permettrait enfin de se débrouiller seule. Comme de nombreuses fois auparavant, j'ai reculé, j'ai viré l'argent et j'ai espéré qu'elle était honnête. Cette fois, ce que Rachel ne savait pas, c'est que la soutenir devenait de plus en plus stressant pour moi. Bien que mon entreprise soit en croissance, nous réinvestissions également massivement dans le développement et l'expansion. Il y a eu des mois où j'ai payé mes employés avant de me payer moi-même, des mois où j'ai puisé dans mes économies personnelles pour m'assurer que Rachel reçoive son argent à temps. Je ne lui ai jamais parlé de ces sacrifices parce que je ne voulais pas qu'elle se sente encore plus mal. Mais la situation devenait insoutenable. Pendant cette période, papa a continué à être mon critique le plus sévère. Lors des réunions de famille, il remettait en question mes décisions commerciales, suggérait que j'aurais dû poursuivre une vraie carrière dans la finance comme lui, et comparait mon style de vie supposément modeste au succès apparent de Rachel. Ta sœur vient de conclure un énorme contrat de marketing avec cette marque de vêtements nationale, se vantait-il, une information qui venait clairement directement de Rachel puisque je savais pertinemment que ce n'était pas vrai. Maman remarquait mon malaise lors de ces conversations, mais maintenait son rôle de pacificatrice. Une fois, alors que nous étions seuls dans la cuisine, elle m'a serré le bras et a dit « Ton père veut juste ce qu'il y a de mieux pour vous deux. » Il l'exprime mal parfois. Cette défense bien intentionnée de son comportement ne faisait que me sentir plus isolé dans la reconnaissance du dysfonctionnement de notre dynamique familiale. 3 semaines avant le dîner, 2 événements importants se sont produits. Premièrement, mon entreprise a obtenu un important accord d'investissement qui nous permettrait de nous développer à l'échelle nationale, un succès légitime et qui change la vie, que même papa ne pourrait pas diminuer. Deuxièmement, Rachel a appelé pour demander $2000 supplémentaires en plus de son virement habituel pour une « urgence » sur laquelle elle est restée vague. Cette fois, au lieu d'accepter immédiatement, j'ai demandé plus de détails. La conversation est rapidement devenue hostile, Rachel m'accusant de ne pas me soucier de son bien-être et évoquant des moments de notre enfance où je l'aurais supposément laissé tomber. Ces tactiques de manipulation étaient si transparentes que quelque chose a finalement fait tilt en moi. Ce n'était pas l'aider. C'était entretenir des schémas qui nous nuisaient à tous les deux. J'ai viré l'argent une dernière fois, mais j'ai pris une décision, cette situation devait changer. J'ai passé les semaines suivantes à rassembler des preuves, des relevés bancaires montrant les virements réguliers, des captures d'écran de ses publications sur les réseaux sociaux affichant son style de vie somptueux, des notes de nos conversations où elle avait admis avoir menti à nos parents. Je ne savais pas exactement comment ni quand j'utiliserais ces informations, mais je devais être préparé. Puis est arrivé le SMS de maman m'invitant au dîner de famille mensuel. Papa est excité d'entendre parler de la promotion de Rachel, a-t-elle écrit, offrant sans le savoir l'ouverture parfaite pour ce qui devait se produire. J'ai confirmé ma présence, me préparant mentalement à ce qui serait probablement la conversation familiale la plus difficile de ma vie. La nuit avant le dîner, j'ai à peine dormi. Une partie de moi voulait éviter le conflit et continuer le statu quo, mais une partie plus forte savait que de vraies relations familiales ne pouvaient pas être construites sur des mensonges et de la manipulation. Avec mon dossier de preuves dans ma mallette et la détermination dans mon cœur, j'ai conduit jusqu'à la maison de mes parents, sachant que ce dîner serait différent de tous ceux que nous avions eus auparavant. La maison de mes parents était exactement comme elle l'avait été ces 20 dernières années. Une maison coloniale impeccablement entretenue avec des volets bleu marine, une pelouse immaculée et une couronne de saison sur la porte d'entrée. La Mercedes de papa et la Volvo de maman étaient garées dans l'allée comme des sentinelles gardant l'image parfaite de la banlieue que la famille Henderson avait toujours projetée au monde. J'ai garé ma Tesla Model 3 derrière elle, un luxe modeste que je m'étais enfin autorisé après des années à conduire une Honda d'occasion. La voiture représentait mon succès, mais je savais déjà que papa trouverait un moyen de le minimiser. En leasing, fiston ? M'avait-il demandé la première fois que je l'avais conduite chez eux, incapable de croire que je pouvais me permettre de l'acheter content. Maman a ouvert la porte, son tablier, une cuillère en bois à la main. Bradant. Alors comme toujours, a-t-elle dit en me serrant dans ses bras, une étreinte qui sentait l'ail et le romarin. Je fais ton rôti de bœuf préféré avec ces petites pommes de terre que tu aimes. L'odeur familière de la maison a suscité des émotions contradictoires. Malgré tout, j'aimais mes parents et nos traditions familiales. Une partie de moi aspirait encore à leur approbation et à leur reconnaissance, même si une autre partie se préparait à potentiellement endommager notre relation pour toujours avec la vérité. Papa était à sa place habituelle dans le salon, des lunettes de lecture perchées sur son nez alors qu'il examinait un document financier.
Il a levé les yeux brièvement quand je suis entré. Fiston, a-t-il reconnu d'un signe de tête avant de retourner à ses papiers. Pas de câlin, pas de questions sur mon trajet ou sur comment j'allais. Sa distance émotionnelle avait été si constante tout au long de ma vie que je la remarquais à peine. Comment va le travail, papa? Ai-je demandé en m'installant dans le fauteuil en face de lui. On ne se plaint pas. Le comte Johnston me donne du fil à retordre, mais rien que je ne puisse gérer. Il a mis ses papiers de côté et m'a finalement regardé correctement. Et ton truc d'ordinateur, ça paie toujours les factures? Cette référence dédaigneuse à mon entreprise technologique florissante m'aurait pu piquer si je ne m'y étais pas attendu. En fait, nous venons de conclure un important tour de financement, 7 chiffres. Nous nous étendons à 3 nouveaux marchés le trimestre prochain. Pendant un bref instant, j'ai vu quelque chose vaciller dans ses yeux. De la surprise, peut-être même une pointe de respect, avant que son expression ne redevienne neutre. Eh bien, c'est quelque chose. Risqué, cependant. Prendre des investisseurs. Ils voudront le contrôle à terme. Tu aurais dû me parler avant de signer quoi que ce soit. Maman a appelé de la cuisine, me sauvant d'avoir à répondre. Greg, pourquoi ne préparerais-tu pas à Bradan un de tes gin tonic pendant que je finis ici? Verre en main, nous avons engagé une conversation superficielle. Maman voltigeait entre la cuisine et le salon, comblant les silences avec des questions sur la météo et les ragots du quartier. Je répondais poliment, sentant le poids de mon dossier de preuves dans ma mallette près de la porte. À 18h30, 30 minutes après l'heure prévue de notre dîner, la porte d'entrée s'est ouverte sans qu'on frappe. Rachel est entrée comme une tornade, apportant une bouffée de parfum cher et une énergie chaotique. Désolé, je suis en retard, la famille. Réunion client qui s'est prolongée. Je n'ai pas pu faire autrement. Elle portait un nouveau blazer de créateur que j'avais reconnu d'une récente publication Instagram, prix approximatif, $2000, le même montant que sa demande d'urgence. Papa s'est immédiatement redressé, posant son verre pour se lever et l'embrasser. Voilà ma fille. Tu as l'air d'avoir du succès. La fierté dans sa voix était indubitable, le même ton que j'avais passé 32 ans à essayer d'obtenir, en vain. La performance de Rachel était impeccable. Elle a embrassé ses 2 parents, a complimenté la tenue de maman et a posé à papa des questions détaillées sur son travail qu'elle savait lui plaire. Quand elle m'a enfin reconnu avec un rapide câlin de côté, elle a murmuré « Merci pour l'aide supplémentaire ce mois-ci », avant de s'éloigner pour accepter le vin que maman lui offrait. Pendant l'apéritif, un plateau de fromage avec des variétés que j'avais introduites dans la famille mais que maman créditait toujours à Rachel d'avoir découvertes. Ma sœur a dominé la conversation avec des histoires soigneusement élaborées. Elle a décrit des réunions de présentation avec des clients qui n'existaient pas, des collègues fictifs et des projets qui n'avaient jamais eu lieu. Je regardais mes parents, suspendus à ses lèvres, leur visage rayonnant de fierté. Bon, assez parlé de mon travail ennuyeux, a finalement dit Rachel en prenant une gorgée de vin délibéré. La vraie nouvelle excitante, c'est ma promotion, vice-présidente junior des relations clients. Maman a poussé un cri de joie tandis que papa a tendu la main pour serrer l'épaule de Rachel. C'est ma fille. J'ai toujours su que tu gravirais les échelons plus vite que la plupart. Félicitations, ai-je dit, la regardant droit dans les yeux. C'est avec quelle agence, déjà? Tu bouges tellement que je perds le fil. Un éclair de panique a traversé son visage avant qu'elle ne se reprenne. Toujours avec Madison Avenue Group, Bray. Ça fait presque 1 an maintenant. L'agence existait, mais je savais d'après mes recherches qu'il n'avait aucune trace d'une employée nommée Rachel Henderson. Impressionnant, ai-je poursuivi d'un ton neutre. Vice-présidente junior après moins d'1 an. Ils doivent vraiment apprécier ton travail. C'est le cas, a dit Rachel, soudainement très intéressée par le réarrangement de ses couverts. J'ai décroché le compte luxe cosmétique le mois dernier. 7 chiffres. Papa rayonnait. C'est comme ça qu'on fait, fiston. Établir des relations, créer de vrais liens avec les clients, pas seulement se cacher derrière des ordinateurs toute la journée. Maman est rapidement intervenue. Le dîner est prêt. Passons à la salle à manger. Sentant clairement la tension monter, nous nous sommes déplacés vers la salle à manger formelle réservée aux dîners de famille et aux occasions spéciales. Avec sa table en merisier et la porcelaine de ma grand-mère que maman n'utilisait que lorsqu'elle voulait nous rappeler l'héritage et la tradition familiale. Alors que nous nous passions les plats,
papa a continué ses louanges sur la trajectoire de carrière de Rachel. Vice-présidente junior à 29 ans. C'est pratiquement du jamais vu dans le marketing. Plus rapide que la fille de Parker, et il possède la boîte. Il a gloussé en coupant son rôti. Elle doit faire quelque chose de bien. Et elle a déjà remboursé tous ses prêts étudiants, en plus. C'était nouveau pour moi. Rachel m'avait confié des mois auparavant qu'elle avait complètement arrêté de payer ses prêts, utilisant des options de report tout en dirigeant ses revenus, ou plutôt mes virements, vers le maintien de son style de vie. Tu as remboursé tes prêts étudiants? Ai-je demandé, incapable de cacher ma surprise. Rachel m'a lancé un regard d'avertissement. Presque. Juste quelques paiements de plus. C'est bien, a dit papa fermement, comme pour me défier de remettre en question sa responsabilité. C'est ce que j'aime voir. Pas de raccourci. L'ironie était presque douloureuse. J'avais remboursé mes propres prêts étudiants 2 ans plus tôt grâce à un travail acharné et au succès de mon entreprise, mais papa l'avait à peine reconnu. Pendant ce temps, Rachel était louée pour une responsabilité financière fictive tout en étant littéralement financée par son frère. Au fur et à mesure que le dîner avançait, je me suis retrouvé de plus en plus silencieux, le dossier de preuve dans ma mallette m'appelant comme une sirène. Maman a remarqué mon silence et a essayé de m'inclure dans la conversation. Bradan, parle-nous un peu plus de l'expansion de ton entreprise. Ça a l'air passionnant. Avant que je ne puisse répondre, papa est intervenu. N'ennuyons pas Rachel avec tout ce jargon technique. Elle a eu une longue journée de vraies réunions avec de vraies personnes. Il a ri comme s'il avait fait une blague intelligente. C'est à ce moment-là que j'ai vu le léger sourire en coin sur le visage de Rachel alors qu'elle prenait une gorgée de son vin. Pas de l'embarras pour moi, pas de l'inconfort face à la grossièreté de papa, mais de la satisfaction. Ma sœur appréciait cette dynamique, ce déséquilibre qui avait défini notre famille pendant des décennies. Quelque chose a basculé en moi. La conversation a continué autour de moi, mais j'étais soudain certain de ce que je devais faire. La vérité devait éclater, pas seulement pour moi, mais pour nous tous, piégés dans des rôles qui avaient depuis longtemps cessé de servir un but sain. Je me suis excusé pour aller aux toilettes, m'arrêtant près de ma mallette en chemin pour récupérer le dossier de preuve. Avec l'enveloppe manie discrètement glissée sous mon bras, je suis retourné à la table juste au moment où maman servait le dessert, tarte aux pommes avec glace à la vanille. Une autre tradition familiale qui semblait soudainement vide de sens. Rachel était au milieu d'une histoire sur un voyage d'affaires à Chicago que je savais n'avoir pas eu lieu, quand papa a posé sa fourchette et a fait l'annonce qui allait tout changer. Vous savez, a dit papa en faisant tourner le reste de son vin, j'ai beaucoup pensé à vous deux ces derniers temps, et à quel point vous êtes devenus différents. Il a posé son verre avec une précision délibérée. Ta sœur a du succès et est responsable, contrairement à toi, Bradan. La table est tombée dans le silence. Même Rachel semblait surprise par la franchise de son attaque, bien que j'aie surpris la légère courbe ascendante de ses lèvres avant qu'elle ne recompose son visage en une expression plus appropriée d'inconfort. Papa a continué, s'échauffant sur son thème. Rachel a toujours compris la valeur des parcours professionnels traditionnels, de créer des liens avec de vraies personnes au lieu de se cacher derrière la technologie. Regardez-la. Déjà vice-présidente junior, respectée dans son industrie, financièrement indépendante. Maman a posé sa main sur son bras. Greg, ce n'est peut-être pas le moment. Il l'a repoussé. Non, Hélène, ce sont des adultes. Nous pouvons parler franchement. Il s'est retourné vers moi. Fiston, j'ai essayé de te guider vers des choix sensés toute ta vie, mais tu as insisté pour suivre ton propre chemin. C'est ton droit. Mais ne t'attends pas à ce que je prétende que ta sœur n'a pas pris des décisions objectivement meilleures. Je suis resté parfaitement immobile, sentant un étrange calme m'envahir. C'était le moment. Le moment que j'attendais sans le savoir. Rachel se débrouille seule, a déclaré papa avec finalité. Elle n'a besoin de l'aide de personne. C'est la différence entre vous deux. Ça l'a toujours été. Le dossier pesait lourdement sur mes genoux alors que je regardais mon père droit dans les yeux. Parfait, dis-je doucement. Mes virements mensuels de 3500 $ à Rachel prennent fin aujourd'hui. Les mots ont atterri comme une bombe. La fourchette de papa a cliqueté contre son assiette. Maman s'est figée, son verre d'eau à mi-chemin de ses lèvres. Et Rachel, le visage de Rachel s'est vidé de toute couleur. De quoi tu parles?
a exigé papa en nous regardant tour à tour. Rachel s'est rapidement reprise, forçant un rire. Bradan est juste dramatique. Il m'a aidé avec le loyer 1 ou 2 fois quand j'étais entre 2 emplois l'année dernière, il fait comme si c'était quelque chose de continu. J'ai ouvert le dossier et j'ai posé le premier relevé bancaire sur la table. 2 ans et 4 mois de virement, chaque mois sans faute. 3500 $ de mon compte à celui de Rachel. Papa a fixé le relevé, puis l'a attrapé pour l'examiner de plus près, son instinct de conseiller financier prenant le dessus malgré son choc. Ça pourrait être pour n'importe quoi. Un accord commercial, un remboursement de prêt, j'ai posé un autre relevé sur la table, puis un autre, et un autre. Un rythme régulier de preuves s'étalant sur plus de 2 ans. Il y a plus, dis-je calmement. Des SMS où Rachel admet vous mentir sur sa carrière. Des captures d'écran de ses réseaux sociaux montrant des achats faits avec mon argent tout en me prétendant en difficulté financière. Le sang-froid de Rachel a complètement craqué. Il déforme les choses. Oui, il m'a aidé parfois, mais pas comme il le fait croire. J'ai sorti mon téléphone, j'ai ouvert mon application bancaire et je l'ai fait glisser sur la table. Vérifie l'historique des transactions toi-même, papa. Tu es l'expert financier. Dis-moi ce que tu vois. Ses mains tremblaient légèrement en prenant le téléphone, son visage s'assombrissant alors qu'il parcourait mois après mois des virements identiques. C'est absurde, a-t-il marmonné, mais sa voix manquait de conviction. Rachel, explique ça. Les yeux de ma sœur ont fusé entre nous, calculant son meilleur coup. Elle a opté pour les larmes, une stratégie qui l'avait bien servi tout au long de notre enfance. J'allais le rembourser, a-t-elle sangloté. C'était juste temporaire, jusqu'à ce que ma carrière se stabilise. Bradan a proposé de m'aider. Je ne lui ai pas demandé. En fait, si. Les jeux corrigeaient doucement, en sortant des copies imprimées de SMS. Voici où tu as demandé 1500 $ au départ. Voici où tu as demandé une augmentation à 2500 $. Et ici, il y a juste 3 mois, où tu l'as poussé à 3500 $. Maman avait les mains sur la bouche, les larmes aux yeux. Rachel, est-ce vrai? Tu nous as menti à propos de ton travail? Les sanglots de Rachel se sont intensifiés, mais elle n'a pas répondu directement. Vous ne comprenez pas à quel point ça a été dur pour moi. La pression de répondre à vos attentes, papa parcourait toujours mon historique bancaire, son expression illisible. Quand il a finalement levé les yeux, je m'attendais à de la colère. Mais ce que j'ai vu à la place était quelque chose que j'avais rarement vu sur le visage de mon père. De la confusion. Mais tu nous as dit que tu étais vice-présidente junior, a-t-il dit à Rachel, sa voix anormalement calme. Tu as dit que tu avais décroché le compte luxe le mois dernier. Je suis en bonne voie pour cette promotion, a rectifié Rachel entre 2 sanglots. Et nous présentons un projet à luxe le trimestre prochain. J'anticipais juste le succès. Mensonge, ai-je traduit. Le mot que tu cherches est un mensonge, Rachel. Ça suffit, Bradan. A lâché papa, retombant dans sa posture protectrice envers Rachel malgré l'épreuve. Il y a clairement eu une sorte de malentendu. Non, papa, il n'y en a pas eu. Je me sentais étrangement libéré de parler vrai après des années de silence. Rachel n'a pas eu d'emploi stable depuis plus de 2 ans. Elle a été licenciée de Patterson Marketing pour avoir manqué des délais et elle alterne depuis entre des postes temporaires et le chômage. Pendant ce temps, elle se présente à vous comme une étoile montante tout en dépendant de moi financièrement pour maintenir l'illusion. Maman a finalement trouvé sa voie. Je soupçonnais que quelque chose n'allait pas, a-t-elle admis doucement. Les détails de ces histoires ne collaient jamais tout à fait. Mais je n'aurais jamais imaginé, elle s'est interrompue, regardant Rachel avec une profonde déception. Les larmes de Rachel se sont soudainement arrêtées alors qu'elle changeait de tactique. Très bien. Oui, j'ai eu des difficultés professionnelles, mais Bradan n'était pas obligé de me soutenir. Il a choisi de le faire. Et maintenant, il me le jette à la figure pour se faire bien voir. C'est de ça qu'il s'agit en réalité, n'est-ce pas, Bray? Tu es jaloux que papa et maman m'aient toujours aimé plus que toi. La vérité brute de sa déclaration est restée en suspens. Papa a visiblement tressailli et maman a semblé accablée. Ce n'est pas vrai, a protesté faiblement papa. Nous n'avons jamais fait de favoritisme. J'ai ri alors, un rire sincère né de l'absurdité de son déni.
Papa, tu viens littéralement d'annoncer à cette table que Rachel a du succès et est responsable, contrairement à moi. Vous avez fait du favoritisme toute notre vie. J'ai juste été plus dur avec toi parce que j'attendais plus de toi, parce que je te poussais à réussir. Garde tes excuses. J'ai été surpris par la fermeté de ma voix. La vérité, c'est que j'ai réussi au-delà de tout ce que vous avez reconnu. Mon truc d'ordinateur est maintenant une entreprise de plusieurs millions de dollars avec près de 50 employés. J'ai remboursé mes prêts étudiants, acheté une maison et j'ai réussi à soutenir votre enfant en or pendant plus de 2 ans sans que personne ne s'en aperçoive. Rachel a fait une dernière tentative désespérée. J'allais tout vous dire, à vous deux, une fois que je serai de nouveau sur pied. Bradan fait croire que c'est calculé, mais je traversais juste une mauvaise passe. Une mauvaise passe de 2 ans financée par ton frère, a souligné maman, son rôle de pacificatrice cédant enfin la place à la responsabilité parentale. Pendant que nous te louions et que nous le critiquions. Papa s'est adossé à sa chaise, l'épreuve devant lui impossible à nier, mais clairement difficile à accepter. Sa vision du monde, avec Rachel comme l'enfant réussi et responsable et moi comme le rêveur décevant, s'effondrait sous ses yeux. Pourquoi ne nous as-tu pas dit que tu avais des difficultés, Rachel ? A-t-il demandé, sa voix plus douce que je ne l'avais prévu. Parce que vous avez toujours attendu la perfection. A éclaté Rachel. Savez-vous à quel point c'est terrifiant d'être votre enfant à succès ? Le moindre échec semble catastrophique. C'était la chose la plus honnête qu'elle ait dite de toute la soirée. Et malgré tout, j'ai ressenti une pointe de sympathie pour ma sœur. Les attentes de notre père nous avaient endommagés tous les deux, mais de différentes manières. Et toi, papa s'est tourné vers moi, luttant pour concilier sa perception avec la réalité. Pourquoi as-tu entretenu cette tromperie ? Pourquoi la soutenir en secret au lieu de venir nous voir ? M'auriez-vous cru plutôt que Rachel ? Ai-je simplement demandé. En 32 ans, quand ma parole a-t-elle jamais pesé plus que la sienne dans cette famille ? Son silence était une réponse suffisante. Je me suis levé, rassemblant les preuves dans mon dossier. Je ne fais pas ça pour blesser qui que ce soit, mais j'en ai fini d'être le bouc émissaire de la famille tout en finançant la fausse histoire de succès de l'enfant en or. Rachel doit se débrouiller seule pour de vrai cette fois. Et vous deux, vous devez nous voir pour qui nous sommes réellement, pas pour qui vous avez décidé que nous devrions être. Bradan, s'il te plaît. Rachel a attrapé mon bras, la panique dans les yeux. Je ne peux pas payer mon appartement sans ton aide. Où suis-je censé aller ? Tu pourrais commencer par trouver un vrai travail, ai-je suggéré, ou déménager dans un appartement que tu peux te permettre avec tes propres revenus. Tu sais, les responsabilités de base d'un adulte. Tu ne peux pas simplement me couper les vivres complètement. Sa voix est montée, stridente. Après tout ce que nous avons vécu en tant que frères et sœurs. Je ne suis pas ton parent, Rachel. Je suis ton frère. J'ai entretenu un schéma destructeur, et ça s'arrête ce soir. Papa a finalement retrouvé ses esprits. Attends une minute. Tu ne peux pas juste lancer cette bombe et partir. Nous devons en discuter en famille. Malgré l'épreuve, il essayait toujours de reprendre le contrôle de la situation. Nous en discutons depuis environ 30 minutes, ai-je répondu. Ce qui est à peu près 29 minutes de plus que le temps que tu as jamais passé à considérer mon point de vue sur quoi que ce soit. Je pense que nous avons terminé pour ce soir. J'ai pris ma mallette et je me suis dirigé vers la porte, me sentant plus léger que je ne l'avais été depuis des années, malgré le chaos qui éclatait derrière moi. Si tu franchis cette porte, tu choisis de fracturer cette famille. M'a crié papa, sa voix portant ce ton autoritaire familier qui m'avait intimidé pendant des décennies. Je me suis retourné une dernière fois. Non, papa. Les fractures ont toujours été là. Je refuse simplement de continuer à faire semblant qu'elles n'existent pas. En fermant la porte d'entrée derrière moi, j'ai pu entendre les sanglots renouvelés de Rachel et les tentatives de réconfort de maman. Papa est resté silencieux. Pour la première fois de ma vie d'adulte, j'avais dit ma vérité complète à ma famille. Et bien que les conséquences immédiates aient été douloureuses, j'ai ressenti les premiers frémissements d'espoir que quelque chose de plus sain pourrait éventuellement naître de cette nécessaire et amère destruction. Le trajet de retour de la maison de mes parents cette nuit-là était surréaliste. Les lampadaires se brouillaient à travers mon pare-brise alors que je rejouais la confrontation du dîner dans mon esprit. Une partie de moi était sous le choc de mes propres actions.
Je l'avais vraiment fait. Après des années de soumission silencieuse, j'avais enfin exposé la vérité et tenu bon. Une autre partie ressentait un étrange mélange de libération et de deuil. Les systèmes familiaux, même dysfonctionnels, offrent une sorte de sécurité dans leur prévisibilité. Je venais de briser le nôtre de manière irréparable. Mon téléphone a commencé à vibrer sans cesse avant même que j'atteigne mon allée. Le nom de Rachel s'affichait sur l'écran, à plusieurs reprises, entrecoupé de SMS. Comment as-tu pu me faire ça? Je vais être expulsé. Rappelle-moi tout de suite. Tu as tout gâché. J'ai mis le téléphone en sourdine, je suis entré, je me suis versé 2 doigts de whisky et je me suis assis dans l'obscurité de mon salon. La confrontation avait été nécessaire, mais cela ne rendait pas les conséquences plus faciles à supporter. Le lendemain matin, ma messagerie vocale était pleine. Rachel avait appelé 17 fois, maman 6 fois, et même papa avait laissé un message, quelque chose de pratiquement sans précédent. Je n'étais pas encore prêt à interagir avec eux, alors je me suis douché, je me suis habillé et je suis allé au bureau comme si c'était un jour normal. Mon partenaire commercial, Mason, n'a eu qu'à regarder mon visage pour m'entraîner dans notre salle de conférence. Tu leur as enfin dit, n'est-ce pas? A-t-il demandé en fermant la porte derrière nous. Mason était l'une des rares personnes au courant de mon soutien financier à Rachel et il m'encourageait à mettre fin à cet arrangement depuis des mois. J'ai hoché la tête, lui donnant une version abrégée des événements de la nuit précédente. Il était temps, a-t-il dit en me serrant l'épaule. Comment tu tiens le coup? Honnêtement, je ne sais pas encore. Quelque part entre soulagé et terrifié. C'est logique. Écoute, prends ta journée si tu en as besoin. La proposition Harrison peut attendre. J'ai secoué la tête. Le travail est exactement ce dont j'ai besoin en ce moment. De la normalité, un but. Vers midi, le téléphone de mon bureau a sonné. Ma mère, appelant de sa ligne fixe, sachant que j'évitais peut-être les appels sur mon portable. J'ai décroché après un bref débat interne. Bradant. Sa voix suggérait qu'elle avait pleuré. S'il te plaît, ne raccroche pas. Je suis là, maman. Ce qui s'est passé hier soir, a-t-elle commencé, puis a hésité. Ton père et moi n'avions aucune idée de l'argent, de la situation professionnelle de Rachel, de rien de tout ça. Je sais que non, ai-je dit, m'adoucissant légèrement face à la détresse sincère de sa voix. Rachel est restée ici la nuit dernière. Ça a été difficile. Elle a tout avoué après ton départ. Enfin, la plupart des choses. Ton père, elle a fait une pause, choisissant clairement ses mots. Il est en train de digérer. Traduction, papa trouvait encore des moyens de justifier le comportement de Rachel et de minimiser le mien. Certains schémas ne se brisent pas en une seule nuit. Je te dois des excuses, a poursuivi maman. J'ai toujours su que ton père était plus dur avec toi. Et je me disais que c'était juste sa façon de te pousser vers le succès. J'aurais dû intervenir davantage. J'aurais dû voir ce qui se passait. Cette reconnaissance a détendu quelque chose de serré dans ma poitrine. Merci de le dire. Viendras-tu ce week-end? Juste toi et moi. Ton père emmène Rachel voir un conseiller financier pour régler sa situation. Je pense que nous devons parler, juste nous. J'ai accepté, légèrement surpris par l'initiative de ma mère d'organiser cette conversation loin de l'influence de papa. Peut-être n'étais-je pas le seul à vivre un changement dans notre dynamique familiale. Les 48 heures suivantes ont apporté une série de communications de plus en plus désespérées de la part de Rachel. Les SMS oscillaient entre la rage, tu as toujours été jaloux de moi, la manipulation, papa est tellement déçu de toi, l'apitoiement sur soi, j'ai des crises de panique à cause de ce que tu as fait, et enfin la négociation, et si on réduisait à 1500 $? Juste jusqu'à ce que je trouve quelque chose de stable. Je n'ai répondu qu'une seule fois. Je tiens à toi, mais cet arrangement est terminé. Je suis heureux de t'aider à revoir ton CV ou à t'entraîner pour des entretiens si tu veux une aide réelle pour avancer. Sa réponse fut un simple emoji de majeur. La communication de papa était plus mesurée, mais tout aussi révélatrice. Son message vocal, laissé à 23h23 la nuit après le dîner, avait un léger aisément suggérant qu'il avait bu, ce qu'il faisait rarement à l'excès. Fiston, je pense que tu as mal interprété beaucoup de choses au fil des ans. Mes attentes envers toi ont toujours été différentes parce que tu es différent de ta sœur,
plus capable à bien des égards. Je t'ai poussé plus fort parce que tu pouvais le supporter. Je ne dis pas que Rachel n'a pas fait d'erreur. Clairement, elle en a fait. Mais exposer les affaires de famille de cette manière, il y avait de meilleures approches. Appelle-moi quand tu seras prêt à en discuter rationnellement. Même face à des preuves irréfutables, il représentait son favoritisme comme un compliment, tordant la réalité pour maintenir son image de père juste qui avait toujours agi dans notre meilleur intérêt. La dissonance cognitive était presque impressionnante. 3 jours après le dîner, Rachel s'est présentée à mon bureau sans prévenir. Mon assistante, Diana, a essayé de l'intercepter, mais Rachel l'a bousculée, faisant irruption dans ma réunion avec des investisseurs potentiels. Je dois parler à mon frère. C'est une urgence familiale, a-t-elle annoncé à la salle. Le masque professionnel que j'avais maintenu pendant des jours a glissé alors que je m'excusais et que je traînais pratiquement Rachel dans un bureau vide. Qu'est-ce que tu fais? Ces gens envisagent un investissement de 2 millions de dollars dans mon entreprise. Les yeux de Rachel étaient cernés de rouge, son apparence habituellement impeccable visiblement négligée. Mon propriétaire a appelé. Sans le paiement de ce mois, je suis à la rue le 15. Le conseiller financier de papa dit que je dois déclarer faillite à cause de mes dettes de carte de crédit. Toute ma vie implose et toi, tu es ici à faire des millions. L'injustice de son point de vue était stupéfiante. Rachel, je t'ai soutenu pendant plus de 2 ans tout en bâtissant cette entreprise. Je t'ai donné plus de 80 000 dollars que tu as dépensés en articles de luxe et en vacances tout en mentant à nos parents sur ton succès. Et maintenant tu interromps mon vrai travail pour en demander plus. Tu ne comprends pas ce que c'est. Des larmes ont coulé sur ses joues. Tu as toujours été l'intelligent, celui qui pouvait réellement faire les choses. Moi, j'ai juste fait semblant toute ma vie. L'aveu m'a stupéfié et réduit au silence un instant. Derrière les larmes de Rachel, j'ai entrevu quelque chose que je n'avais jamais pleinement apprécié. Ma sœur était terrifiée. Sous la manipulation et le sentiment de droit, se cachait une profonde insécurité qui reflétait la mienne, simplement exprimée différemment. Rachel, dis-je plus doucement. C'est exactement pour ça que ça doit cesser. Le faux semblant, le mensonge. Tu es piégé dans ce cycle qui t'empêche de découvrir qui tu es vraiment et de quoi tu es capable. Mais j'ai besoin de plus de temps, a-t-elle plaidé. Juste quelques mois de soutien de plus pendant que je règle les choses. Je promets d'être honnête avec papa et maman à partir de maintenant. J'ai secoué la tête. Non. Le soutien financier est terminé. Mais je suis toujours ton frère et je t'aiderai par d'autres moyens si tu es sérieuse au sujet de faire des changements. Son visage s'est durci en réalisant que je ne me laisserai pas fléchir. Tu sais quoi, papa a raison à ton sujet. Tu as toujours été égoïste. Toujours eu besoin de prouver que tu es meilleur que tout le monde. Profite de ta précieuse entreprise et de ta supériorité morale. Je me débrouillerai sans toi. Elle est sortie en trombe, me laissant secouer, mais toujours résolue. La réunion avec les investisseurs a été sauvée, mais l'interaction avec Rachel m'a hanté tout au long de la journée. Ce week-end-là, je suis allé chez mes parents comme promis pour parler seul avec maman. Elle m'a accueilli avec une étreinte serrée et m'a conduit sur le porche arrière avec une cafetière. Pour la première fois de ma mémoire, elle semblait avoir vieilli, le stress du bouleversement familial évident dans de nouvelles rides autour de ses yeux. Rachel reste dans ton ancienne chambre pour l'instant, a-t-elle dit en versant du café dans la tasse Princeton de mon père. Une habitude inconsciente de me donner les articles les moins préférés qui en disaient long sur les schémas enracinés de notre famille. Ton père l'a aidé à vider son appartement hier. J'ai hoché la tête, peu surpris que Rachel ait déménagé chez eux plutôt que dans un endroit abordable pour elle. Comment ça se passe? C'est un ajustement. Maman a soupiré lourdement. Elle est en colère contre toi principalement, mais aussi contre nous pour ne pas l'avoir protégée, quoi que cela signifie. Ton père, elle a hésité. Il prend toujours son parti, ai-je suggéré. Il essaie de ne pas le faire, a-t-elle dit, ce qui était plus une reconnaissance de son parti pris que je n'en avais jamais entendu de sa part. Découvrir l'argent et les mensonges sur le travail l'a profondément secoué. Mais les vieilles habitudes ont la vie dure et Rachel sait exactement sur quel bouton appuyer avec lui. Nous sommes restés assis en silence un moment, sirotant du café et écoutant les oiseaux dans l'érable du jardin. Puis-je te demander quelque chose? A finalement dit maman. Pourquoi l'as-tu fait? La soutenir tout ce temps sans rien dire.
J'ai réfléchi attentivement à la question. Au début, c'était vraiment juste pour l'aider à traverser une mauvaise passe. Mais ensuite c'est devenu je ne sais pas une preuve. Une preuve que j'étais capable de prendre soin des autres, que j'avais assez de succès pour subvenir à mes besoins et aider ma sœur. Que malgré les critiques constantes et les doutes de papa, j'avais bâti quelque chose de significatif. J'ai baissé les yeux sur mon café. Et peut-être qu'une partie de moi pensait que si je révélais un jour la vérité, cela forcerait enfin papa à me voir clairement. Maman a tendu la main sur la table et a pris la mienne. Je t'ai manqué en tant que mère, n'est-ce pas? En ne tenant pas tête au favoritisme de ton père. Nous jouons tous nos rôles assignés depuis longtemps, ai-je dit. Je suis aussi coupable que n'importe qui. J'aurais pu parler il y a des années au lieu d'entretenir la dynamique. Eh bien, nous parlons maintenant. Elle a serré ma main. Et pour ce que ça vaut, je t'ai toujours vu clairement, Bradan. J'ai toujours été fier de ton intégrité et de ta détermination, même si je ne le disais pas assez. Ces mots ont apaisé une blessure dont je n'avais pas pleinement conscience qu'elle était encore ouverte. Alors que je partais, la voiture de papa est entrée dans l'allée. Pendant un instant, j'ai envisagé de me dépêcher vers ma voiture pour l'éviter, mais j'ai décidé de ne pas le faire. Fuir ne résoudrait rien. Il s'est approché lentement, les mains dans les poches. Bradan, a-t-il dit avec un signe de tête raide. Papa. Nous sommes restés maladroitement sur le trottoir, des décennies de tension tacite entre nous. Ta mère me dit que ton entreprise se porte bien, a-t-il dit finalement. Le truc de l'IA, il a de nouveau hoché la tête, regardant au-delà de moi plutôt que vers moi. Bien. C'est bien. Ce n'était pas des excuses ni même une réelle reconnaissance de la situation, mais de la part de mon père, c'était quelque chose. Une petite fissure dans son armure de certitude. Un petit pas vers le fait de me voir tel que j'étais réellement plutôt que tel qu'il avait décidé que je devais être. Merci, papa, ai-je dit, et je suis monté dans ma voiture. En partant, j'ai jeté un coup d'œil dans mon rétroviseur et je l'ai vu, toujours debout, me regardant partir. Un homme confronté, peut-être pour la première fois, à la possibilité que l'histoire qu'il s'était racontée sur sa famille n'ait jamais été la vraie. Les semaines qui ont suivi la confrontation du dîner se sont déroulées comme les suites d'une tempête, la destruction visible partout, mais aussi les premiers signes timides d'une nouvelle croissance émergeant du terrain déblayé. Mon téléphone est devenu un champ de bataille de récits concurrents. Rachel alternait entre des tirades de colère et des supplications larmoyantes, avec des périodes de silence occasionnelles que j'ai appris à coïncider avec le moment où papa prenait son parti dans les discussions familiales. Maman envoyait des mises à jour quotidiennes par SMS qui se lisaient comme des rapports de terrain d'une zone de guerre. Papa et Rachel se sont disputés sur ses efforts de recherche d'emploi ce matin, où Rachel rencontre un conseiller en crédit demain. Ton père a finalement insisté. Mon partenaire commercial, Mason, est devenu une source de soutien inattendue pendant cette période. Ayant été témoin de mon stress face à la situation familiale pendant des années, il a pris en charge du travail supplémentaire pour me donner de l'espace lorsque c'était nécessaire. Les problèmes de famille sont plus difficiles que n'importe quel défi commercial, a-t-il dit un soir alors que nous travaillions tard. Les entreprises ont des indicateurs de succès clairs. Les familles n'ont que des générations de bagages émotionnels. 10 jours après la confrontation, j'ai reçu un SMS de Rachel qui se démarquait des autres. On peut se voir pour un café? Juste nous. Pas de drame, promis. Nous avons convenu de nous rencontrer dans un lieu neutre, un café à mi-chemin entre mon bureau et la maison de nos parents. Je suis arrivé en avance, m'attendant à moitié à ce qu'elle ne vienne pas, mais elle est entrée précisément à l'heure, l'air plus soigné que lorsqu'elle avait fait irruption dans mon bureau, mais moins parfaite que son habituel look prêt pour Instagram. Merci d'être venue, a-t-elle dit en se glissant dans la banquette en face de moi. Elle a enroulé ses mains autour de sa tasse de café comme pour chercher de la chaleur malgré la douceur de la journée de printemps. J'ai beaucoup réfléchi. J'ai hoché la tête mais je suis resté silencieux, attendant qu'elle continue. Je suis en colère contre toi, a-t-elle admis en me regardant droit dans les yeux. Mais je suis aussi en colère contre moi-même et contre maman et papa. Et toute cette situation ça me fait regarder des choses que j'évitais depuis longtemps. C'était peut-être la chose la plus honnête que je l'ai jamais entendu dire. Comme quoi? Ai-je demandé prudemment. Elle a pris une profonde inspiration. Comme le fait que j'ai menti sur ma carrière parce que j'ai une peur bleue de l'échec.
Comme la façon dont j'ai utilisé le favoritisme de papa comme une béquille au lieu de développer de vraies compétences. Comme le fait que je suis jalouse de toi depuis aussi longtemps que je me souvienne. Jalouse de moi. Je n'ai pas pu cacher ma surprise. Rachel, papa t'a présenté comme le modèle à suivre toute ma vie. Parce que j'ai joué le rôle qu'il voulait, a-t-elle dit avec une perspicacité inattendue. Mais toi, tu as réellement construit quelque chose de vrai, selon tes propres termes. Sais-tu à quel point c'est terrifiant à regarder quand tu es quelqu'un qui n'est bon qu'à jouer des rôles que d'autres écrivent pour toi? La conversation a basculé sur un terrain que nous n'avions jamais exploré auparavant, notre enfance commune, mais vue à travers des lentilles radicalement différentes. Là où j'avais vu l'enfant préféré qui ne pouvait rien faire de mal, elle avait subi une pression écrasante pour maintenir une façade parfaite. Là où elle avait vu le rebelle qui défiait les attentes, j'avais vécu comme le fils négligé désespéré de reconnaissance. Je ne dis pas que je n'ai pas manipulé les situations, a reconnu Rachel. Je l'ai fait, et j'essaie d'être honnête à ce sujet. L'argent que tu me donnais est devenu je ne sais pas une preuve que quelqu'un croyait en moi-même quand j'échouais, ce qui est tordu. Je le réalise maintenant. As-tu parlé à papa comme ça? Ai-je demandé. Elle a eu un rire creux. J'essaie. Il a du mal. Toute sa vision du monde a été bouleversée, tu sais. Découvrir que sa fille à succès est au chômage et ment pendant que son fils sous-performant la soutient. C'est comme regarder le cerveau de quelqu'un court-circuité en temps réel. Malgré tout, j'ai ressenti une pointe de sympathie pour notre père. Les histoires que nous nous racontons sur nos vies sont des choses puissantes, et les voir soudainement invalidées est une sorte de tremblement de terre psychologique. J'ai postulé à 3 emplois cette semaine, a déclaré Rachel, me montrant son téléphone avec les emails de confirmation de candidature, de vrais emplois, correspondant à mes qualifications réelles. Le conseiller financier de papa m'a aidé à créer un budget basé sur des attentes de revenus réalistes, a-t-elle grimacé. Ce n'est pas joli, mais c'est honnête, ce qui est nouveau pour moi. C'est un bon début, dis-je, sincèrement impressionné par son initiative. Je ne te demande pas de me faire confiance du jour au lendemain, a-t-elle ajouté rapidement. Je ne le ferai pas à ta place. Et je ne demande pas d'argent. Je ne veux pas perdre complètement mon frère à cause de mes erreurs. C'était la première fois depuis l'enfance que je voyais Rachel sans son armure soigneusement construite de charme et de manipulation. La vulnérabilité semblait sincère, et bien que je maintinsse un scepticisme sain, je reconnaissais aussi le courage qu'il lui a fallu pour m'approcher de cette manière. Nous avons un long chemin à parcourir, lui ai-je dit honnêtement. Mais je ne veux pas perdre ma sœur non plus. 3 jours plus tard, j'ai reçu un SMS de papa me demandant de le rencontrer pour déjeuner, seul à seul. Nous nous sommes retrouvés dans son steakhouse préféré, où le maître d'hôtel l'a salué par son nom et nous a conduits à la table de Monsieur Henderson, dans le coin. Les 15 premières minutes ont été remplies de petites conversations gênantes sur le sport et la météo. Papa a commandé son habituel scotch on the rock pendant que je m'en tenais à l'eau, voulant garder l'esprit clair pour ce qui allait suivre. Ta mère pense que je te dois des excuses, a-t-il finalement dit après l'arrivée de nos plats. J'ai attendu, la fourchette suspendue au-dessus de mon assiette. Il a coupé un morceau de steak précis, l'a mâché soigneusement et l'a avalé avant de continuer. Le truc, c'est que je ne suis pas tout à fait sûr de ce pourquoi je suis censé m'excuser. Te pousser à exceller, avoir des attentes. N'est-ce pas ce que les pères sont censés faire? J'ai posé ma fourchette. Papa, tu as passé toute ma vie à me comparer défavorablement à Rachel alors qu'elle échouait en réalité dans les choses mêmes pour lesquelles tu la louais. Cela va au-delà d'avoir des attentes. Il a légèrement tressailli à la franchise. Je n'ai jamais voulu, peu importe ce que tu voulais, les jeux interrompus, nous surprenant tous les deux. Ce qui compte, c'est ce que tu as fait. Et ce que tu as fait, c'est faire en sorte qu'un enfant se sente incapable de se mesurer tout en permettant à l'autre d'éviter ses responsabilités. Le visage de papa a rougi, et pendant un instant, j'ai cru qu'il allait se lever et partir. Au lieu de cela, il a posé son couteau et sa fourchette avec un soin délibéré. T'ai-je déjà parlé de mon père? A-t-il demandé de manière inattendue. J'ai secoué la tête. Grand-père Henderson était mort quand j'étais très jeune, et papa parlait rarement de lui. C'était un self-made man, parti de rien, qui a bâti une entreprise de construction prospère par la seule force de sa volonté. Les yeux de papa se sont concentrés sur quelque chose au-delà du restaurant.
Il avait un seul mantra, il n'y a pas de place pour la faiblesse chez un homme Henderson. Toute erreur, toute émotion, tout écart par rapport à son plan était sanctionné par des conséquences. L'implication flottait dans l'air entre nous. J'ai juré de ne jamais être ce genre de père, a-t-il poursuivi. Que je ne lèverai jamais la main sur mes enfants comme il l'a fait sur moi. Et j'ai tenu cette promesse. C'est vrai, ai-je reconnu. La violence physique n'avait jamais fait partie de notre foyer. Mais je me suis rendu compte, avec l'aide plutôt insistante de ta mère, a-t-il ajouté avec l'ombre d'un sourire, qu'il y a d'autres façons d'endommager ses enfants. Des façons qui sont peut-être moins visibles, mais tout aussi durables. C'était la chose la plus proche de la conscience de soi que j'ai jamais entendue de mon père. Et cela m'a momentanément laissé sans voix. Je ne suis pas doué pour ça, a-t-il admis en faisant un geste vague entre nous, parler de sentiments, reconnaître ses erreurs. Ce n'était pas permis dans ma maison d'enfance, et j'ai passé 63 ans à l'éviter chaque fois que possible. Je sais, papa. Mais je suis désolé. Les mots semblaient lui faire physiquement mal. De ne pas t'avoir vu clairement. De ne pas avoir reconnu ton succès selon tes propres termes. D'avoir perpétué une dynamique qui a blessé mes deux enfants de différentes manières. L'excuse était imparfaite, encore teintée d'auto-justification, mais elle était réelle. Et de la part d'un homme qui ne s'était jamais excusé pour quoi que ce soit en 32 ans, c'était monumental. Merci, dis-je simplement. Ça signifie beaucoup. La conversation a porté sur des questions plus pratiques. La recherche d'emploi de Rachel, sa situation financière et les mesures qu'elle prenait pour une indépendance véritable. Papa luttait clairement encore pour recalibrer sa perception de ses deux enfants, mais il faisait un effort que je n'aurais pas cru possible avant la confrontation. Alors que nous terminions le déjeuner, il m'a posé des questions sur mon entreprise d'une manière qui semblait différente de ses demandes dédaigneuses habituelles. Il a écouté activement pendant que j'expliquais nos récents développements, a posé des questions réfléchies sur notre modèle économique et a même offert des aperçus légitimement utiles sur notre stratégie d'expansion. Tu sais, a-t-il dit alors que nous attendions l'addition, je n'ai jamais compris ton obsession pour la technologie. Ça me semblait être un gaspillage de ton potentiel. Mais il semble que c'est moi qui n'ai pas vu la situation dans son ensemble. Venant de mon père, c'était l'équivalent d'une standing ovation. Le week-end suivant a marqué la première réunion de famille depuis la confrontation, un dîner du dimanche auquel maman a insisté pour que nous assistions tous. Nous devons commencer à reconstruire, m'a-t-elle envoyé par SMS. Et je fais des lasagnes, donc pas d'excuses. Je suis arrivé pour trouver Rachel déjà là, aidant maman dans la cuisine, une rareté lors des réunions de famille précédentes. Elle m'a fait un sourire timide en entrant, que je lui ai rendu avec une égale prudence. Reconstruire la confiance prendrait plus qu'un café honnête, mais c'était un début. Papa est sorti de son bureau quand on l'a appelé pour le dîner, et nous avons tous pris nos places habituelles à la table à manger, un rappel physique que bien que beaucoup de choses aient changé, certains schémas restaient profondément ancrés. Le repas a commencé maladroitement, maman menant la plupart de la conversation. Mais progressivement, quelque chose de remarquable s'est produit. Rachel a annoncé qu'elle avait un entretien d'embauche de prévu, non pas pour un poste de direction, mais pour un rôle de coordinateur marketing qui correspondait à son expérience réelle. Papa a mentionné un plan financier qu'il l'aidait à élaborer, sans aucune nuance de comparaison avec moi. J'ai parlé d'un nouveau client que mon entreprise avait signé, et tout le monde a écouté sans dédain ni surenchère. Ce n'était pas parfait. De vieilles habitudes refaisaient surface de temps en temps. Papa servant automatiquement Rachel en premier. Rachel glissant momentanément dans son rôle habituel de star de la famille. Moi me retirant légèrement lorsqu'on me mettait au défi. Mais il y avait une nouvelle conscience lorsque ces schémas émergeaient, une reconnaissance collective que nous travaillions à changer des comportements qui nous avaient définis pendant des décennies. En rentrant chez moi ce soir-là, j'ai réalisé que le dîner de famille avait été, peut-être pour la première fois de ma vie d'adulte, juste un dîner de famille. Pas une performance, pas une compétition, pas un exercice de maintien d'illusions confortables. Juste 4 personnes imparfaites partageant un repas et essayant, aussi maladroitement que ce soit, de se voir et de s'accepter les uns les autres tels que nous étions réellement. Le processus ne serait pas linéaire. Il y aurait des revers et de vieilles blessures ouvertes. Mais quelque chose de fondamental avait changé dans notre système familial, créant un espace pour qu'un type de relation différent puisse éventuellement grandir. 6 mois après le dîner qui a tout changé,
je me tenais dans les nouveaux bureaux de mon entreprise en centre-ville, regardant les employés remplir l'espace agrandi avec énergie et détermination. Ce qui avait commencé comme 3 amis travaillant depuis mon appartement était devenu une entreprise florissante avec 63 membres d'équipe et des clients dans 4 pays. Le succès était doux, mais ce qui le rendait vraiment significatif, c'est que je n'avais plus besoin de la validation de personne d'autre pour reconnaître sa valeur. Mon téléphone a vibré avec un SMS de Rachel. J'ai eu la promotion. Assistante chef de produit marketing à partir du mois prochain. Petite augmentation, mais surtout heureuse d'avancer légitimement cette fois. J'ai souri en tapant en retour, félicitations. Le travail acharné paie. Fier de toi. Et je le pensais. Dans les mois qui ont suivi notre confrontation, Rachel avait fait des progrès significatifs vers une véritable indépendance. Après être restée chez nos parents pendant 6 semaines, elle avait trouvé un appartement d'une chambre abordable dans un quartier moins branché que son précédent. Elle avait décroché un poste de marketing d'entrée de gamme dans une entreprise locale et avait progressivement reconstruit sa réputation professionnelle grâce à un travail constant et honnête. Pas de raccourcis, pas d'exagération, pas de dépendance à l'argent de quelqu'un d'autre. Juste le processus lent et peu glamour de gagner sa vie. Notre relation s'était également transformée. La dynamique compétitive inculquée par nos parents avait cédé la place à quelque chose de plus authentique. Nous nous voyions pour un café toutes les 2 semaines, et bien que nous ne soyons pas les meilleurs amis, trop d'histoires nous séparaient pour cela où nous développions une relation basée sur qui nous étions réellement plutôt que sur les rôles qui nous avaient été assignés dans l'enfance. Tu te souviens comment papa nous faisait concourir pour ce prix annuel de la réussite à Noël ? Avait-elle demandé lors d'une de nos rencontres, secouant la tête au souvenir. Mon Dieu, c'était tordu. Et tu gagnais toujours, lui ai-je rappelé avec un sourire ironique. Parce que les critères étaient conçus pour que je gagne, a-t-elle reconnu avec une nouvelle conscience de soi. Réussites académiques, accomplissements sociaux, activités extrascolaires. Toutes les choses qui me venaient naturellement mais qui étaient des difficultés pour toi. Il n'y a jamais eu de catégorie pour a construit un ordinateur à partir de pièces détachées ou a créé un site web à 15 ans. Cette volonté de reconnaître l'injustice de notre dynamique d'enfance était peut-être l'aspect le plus curatif de notre nouvelle relation. Aucun de nous ne pouvait changer le passé, mais reconnaître son impact créait un espace pour un avenir différent. Ma relation avec papa avait connu l'évolution la plus surprenante. L'homme qui avait passé des décennies à critiquer mes choix faisait de véritables efforts pour comprendre mon monde. Il avait visité mon bureau 2 fois, posé des questions réfléchies sur mon modèle économique, et avait même assisté à une conférence technologique avec moi, assistant à des présentations qui l'auraient ennuyé à mourir par le passé, parce qu'il voulait comprendre ce qui me passionnait. Lors d'un dîner remarquable dans son club, après que plusieurs scotch eurent abaissé ses barrières émotionnelles habituelles, il a avoué, je t'ai éloigné de la technologie parce qu'elle me terrifiait. Je ne la comprenais pas. Je ne pouvais pas la contrôler. J'avais l'impression de te voir entrer dans un monde où je ne pouvais ni te protéger ni te guider. Tu aurais pu simplement le dire, lui ai-je répondu. Ce n'est pas comme ça que j'ai été élevé, a-t-il répondu simplement. Les hommes Henderson n'admettent pas leur peur. Eh bien, cet homme Henderson, si, ai-je dit. Et ça m'a rendu plus fort, pas plus faible. Il a hoché lentement la tête, absorbant ce défi à ses croyances fondamentales sur la masculinité et la paternité. J'apprends que c'est peut-être vrai. Maman avait subi sa propre transformation, sortant de son rôle de pacificatrice pour devenir une voix plus active dans la dynamique familiale. Lorsque papa retombait occasionnellement dans de vieilles habitudes de comparaison ou de critique, elle ne restait plus silencieuse ni ne trouvait d'excuses. Greg, nous en avons discuté, disait-elle fermement, et remarquablement, il se reprenait. J'ai passé trop d'années à essayer d'aplanir les problèmes au lieu de les aborder, m'a-t-elle dit lors d'un déjeuner que nous partagions tous les deux. Je pensais que je protégeais tout le monde, mais en réalité, je ne faisais qu'entretenir le dysfonctionnement. Ce Thanksgiving a marqué une étape particulièrement importante dans le parcours de guérison de notre famille. Alors que nous nous réunissions autour de la table, rejoints cette année par Mason et sa femme Sarah, qui étaient devenus amis avec mes parents grâce à divers événements d'entreprise, papa s'est levé pour porter son toast traditionnel des fêtes. Je veux exprimer ma gratitude pour beaucoup de choses cette année, a-t-il commencé de sa manière formelle habituelle. Pour la santé et la prospérité, pour la bonne nourriture et la bonne compagnie. Du papa standard jusqu'ici. Mais il a ensuite continué, sa voix prenant une qualité d'ouverture inhabituelle.
Et je suis particulièrement reconnaissant pour les secondes chances, pour l'opportunité de voir des choses auxquelles j'ai été aveugle trop longtemps. Il s'est tourné vers moi, levant légèrement son verre. Bradan, le succès de ton entreprise cette année a été remarquable, mais ce qui m'impressionne le plus, c'est ton intégrité et ta détermination. Tu as construit quelque chose de significatif selon tes propres termes, et je ne pourrais pas être plus fier. Les mots que j'avais attendu toute une vie d'entendre de mon père étaient enfin prononcés, non pas parce que je m'étais conformé à ses attentes, mais parce qu'il avait élargi sa vision pour reconnaître mes véritables réussites. Rachel, assise à côté de moi, m'a serré doucement le bras. Il n'y avait aucune jalousie dans son expression, aucune pointe de compétition, juste un bonheur partagé pour ce moment de reconnaissance. Elle aussi avait été libérée par la vérité, libérée du fardeau épuisant de maintenir une façade parfaite. Plus tard dans la soirée, alors que tout le monde passait au salon pour le café et le dessert, j'ai pris un moment seul dans la cuisine, réfléchissant au parcours des 6 derniers mois. La confrontation avait été douloureuse, nécessaire, mais douloureuse. Le processus de guérison qui a suivi avait été désordonné et non linéaire, avec des progrès et des revers en mesure apparemment égale. Mais debout dans la cuisine où j'avais passé tant de fêtes à me sentir inadéquat et invisible, j'ai réalisé à quel point les choses avaient profondément changé. La vérité, aussi difficile à dire et à entendre, nous avait finalement tous libérés. Libres des faux-semblants et de la performance, libres des contraintes des rôles assignés qui n'avaient jamais convenu, libres d'être imparfaits, authentiques et toujours dignes d'amour. J'avais appris que l'estime de soi ne peut pas se construire sur l'approbation des autres. Elle doit venir de l'intérieur, en vivant selon ses propres valeurs et en reconnaissant ses propres réussites. J'avais appris qu'entretenir le faux récit de quelqu'un d'autre, même avec de bonnes intentions, finit par lui nuire en empêchant la croissance nécessaire. Et peut-être le plus important, j'avais appris que les relations familiales, même profondément blessées, peuvent guérir lorsque tout le monde s'engage dans l'honnêteté et la responsabilité. En rejoignant le groupe dans le salon, j'ai remarqué la conversation facile qui coulait entre mes parents et ma sonne. Le rire sincère que Rachel partageait avec Sarah. L'absence de tension qui avait défini nos réunions de famille pendant des décennies. Nous ne jouions plus les rôles de la famille parfaite. Nous étions simplement une famille, avec tout le désordre et l'authenticité que cela impliquait. Le voyage n'était pas terminé, bien sûr. De vieux schémas refaisaient surface de temps en temps. La guérison suit rarement une ligne droite. Mais nous avancions, ensemble. Les yeux ouverts à la fois sur notre passé commun et sur nos vérités individuelles. Pour quiconque regarde ceci et reconnaît sa propre famille dans notre histoire, sachez que le changement est possible. Dire votre vérité peut être terrifiant, et les conséquences immédiates peuvent être douloureuses, mais des relations authentiques bâties sur l'honnêteté valent l'inconfort de la transformation. Vous méritez d'être vu et valorisé pour qui vous êtes vraiment, pas pour le rôle qui vous a été assigné dans votre système familial. Avez-vous déjà dû affronter une vérité familiale difficile? Comment cela a-t-il changé vos relations? Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire a résonné en vous, veuillez cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner pour entendre plus d'histoires sur la dynamique familiale et la croissance personnelle. Merci d'avoir écouté mon parcours. Et souvenez-vous, parfois les conversations les plus difficiles mènent aux liens les plus significatifs. Puissiez-vous trouver le courage de dire votre vérité quand c'est nécessaire, et la sagesse d'écouter quand les autres disent la leur.